Non, juste pour commencer à un petit peu discuter ensemble, et puis vous avez aussi la parole. Le film est somptueux. Plus on le revoit, plus on s'en lasse. J'avais oublié la dernière partie, c'est vrai que pour moi, on est débutants, je l'ai vu depuis une petite dizaine d'années. Et ce qu'on n'a pas dit, parce que c'est vrai qu'on a parlé plein de choses tout à l'heure, c'est le deuxième film de Florence Malik, donc il y a le 78. À ce moment-là, alors c'est marrant, je n'ai pas fait exprès, il y a des petites connexions entre nos films moriconiens. On s'était quitté avec les sauterelles et Pazuzu dans l'exorciste de Dieu. On retrouve une invasion sauterelle. Et notre prochain film de Christian Carillon sera entre autres dans ce président avec Auguste Dille, qui était le dernier interprète principal du film caché, le dernier film de Florence Malik. Voilà, j'aime bien faire des parallèles parce que je pense que ça nous nourrit comme spectateurs et puis ça donne envie de revoir des films et de mieux connaître les techniciens, les réalisateurs, les comédiens. Et puis, je ne sais pas ce que. Alors, moi, c'est vrai que on en a pas parlé, et toi, tu avais fait des recherches et une maîtrise, c'est ça, sur France Malik, c'est un auteur que tu. Moi, je me rappelle bien, était sur Terrence Malick. En fait, le constat venait du fait qu'il y avait pas de monographie vraiment sur ce réalisateur. Qui est un papa, pas vraiment un signe de Hollywood, mais qui est de cette génération. Il a à peu près le même âge que les Brian de la Glace, Steven Spielberg et compagnie. Il a toujours été un peu à la marge de l'industrie tout en étant complètement dedans, c'est-à-dire que la plupart de ses films, à part le dernier, il est tout seul à Hollywood. Donc, il avait placé un peu à part. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après ce film-là, qui certes remporte le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1979, qui a un certain succès, on va dire, critique, qui n'est pas vraiment un succès public. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, la production était compliquée. Et ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une espèce de faille d'errance de 20 ans où on ne sait pas ce que fait Terrence Malick, malgré ce succès, on va dire. Il y a une rente de 1 million de dollars par la Paramount pour développer un projet qui s'appelle Q, qui vient de Kissida. C'était juste après. Juste après, ça, donc il a une rente pour travailler là-dessus. Il travaille avec des scénarios en parallèle, voilà. Et ce projet, qui est donc inspiré, qui est censé se passer pendant la Première Guerre mondiale, qui est censé se passer au Moyen-Orient, inspiré d'éléments du Coran, qui ne voit jamais le jour. On sait pas ce qui se passe, on sait que Terrence Malick a vécu à Paris, c'est marié 3 fois. Vous voyez, il y a vraiment une sorte de vide, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et on regarde en 98, 20 ans plus tard pour l'Aigle Rouge, et qui s'est là ne verra jamais le jour, mais ce qui est tourné, ça a réutilisé une Triflec, une Triflec est un DVD très lointain de ce projet-là. Et du coup, pour en venir à la question, c'est qu'il y a une sorte de mystère. Qui est ce réalisateur? Pourquoi il n'est pas d'interview? C'est-à-dire qu'il n'a pas donné un interview depuis 1978. Il n'a pas répondu très peu. Alors c'est rigolo, il a été pris en photo cette semaine à un concert de Bob Dylan au Texas. Voilà, la personne disait qu'il allait être à fond en plus. Et un petit parallèle rigolo, c'est que Sacha Park est engagé après avoir vu Sacha Park jouer pour Bob Dylan. Donc voilà. Mais Malick est invisible, et du coup, mon but c'était de me concentrer sur les films, sur ce qu'on sait, et sur les rares éléments qu'on a autour. Et donc voilà, c'était un constat pour les origines. Et puis c'est vrai que oui, une des dernières applications, c'est autour de Ghibli, et je rappelle encore une fois cette maison d'édition qui s'appelle Play Society, et étudie plein de choses très différentes, la pop culture, la musique, le cinéma. Oui, ça va de Kanye West ou Oasis pour la musique, jusque effectivement à ceux d'APM. Même Max dernièrement, on a un livre qui est sorti sur le cinéma contemporain chinois, donc Bigage, Jason Kay et compagnie. Je l'ai pas encore lu, j'ai très hâte de le lire d'ailleurs. Donc voilà, il y a l'idée, c'est d'aller se concentrer en 150 pages, 180 pages sur un auteur ou sur un sujet comme ça, pour pouvoir un peu le décrypter de manière accessible. Le livre, c'est synthétique et de donner envie en fait, d'aller découvrir une Malick, la musique, etc. C'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, quand on revoit ces films-là, et en effet toute la grammaire, ce qu'on aime, ce qu'on découvre chez Terrence Malick, ce qu'on va retrouver après, même si c'est vrai que dans ses dernières productions, il nous perd un petit peu, parce qu'il devient un petit peu plus ésotérique, je ne sais pas comment dire exactement. Là, c'est vrai qu'il y a toujours, et c'est déjà le cas dans La Balade sauvage, mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui au départ vient
vient fondamentalement du cinéma. Oui, de la philosophie plutôt. Voilà. Et ça traverse toute son œuvre. Cette façon de toujours penser le monde, la nature, l'homme au sein de ces films. Oui, il y a une approche à la fois très darwiniste, d'ailleurs, on pourrait même tout à fait, parfois l'idée casser femme, casser. En fait, on va dire que le fossé c'est présent que les gens qui adorent et les gens qui détestent, et à l'époque, c'était quand même un peu plus conventionnel de dénommer son cinéma. Et effectivement, il y a une approche très philosophique des choses, très spirituelle et tout. Et par exemple, dans ce film-là, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est un travail de la voix off. Donc, Terence Malick fait partie de ces réalisateurs qui ont plus travaillé sur la voix off, avec Clara et quelques autres. Ça perd parfois le public, je peux comprendre. Moi, ce que je trouve toujours passionnant, c'est qu'est-ce qu'il en fait, comment il la travaille. Dans les films plus récents, par exemple, c'est beaucoup des voix off qui vont se télescoper. Dans la ligne rouge, ce sont plutôt des soldats qui vont avoir leur intériorité qui va s'exprimer. Dans les films plus récents, il y a plusieurs voix off voilà, qui vont s'exprimer. Ici, donc, c'est la voix de la jeune fille, je vais parler d'Annonce, qui s'exprime. Et quand il a travaillé avec elle, il lui a fait enregistrer une voix après le tournage, et il lui a fait réagir sur les photos, sur différentes choses, sur les souvenirs de tournage, ce qui donne, vous avez vu, cette voix un peu étrange, à la fois elle est parfois très innocente, très enfantine, parfois elle a des réactions d'adultes avec des vraies réflexions, pas philosophiques, voilà, d'adultes, normalement c'est plus l'enfant. Puis à des moments, elle a des considérations triviales. Voilà, il y a une espèce de mélange comme ça, pas du tout linéaire, il n'y a pas du tout de progression, et c'est comme ça qu'il a voulu construire sa voix. Et surtout, la voix n'est jamais une béquille narrative. C'est même plutôt l'inverse, d'ailleurs, elle a plutôt tendance à perdre les choses. Mais son idée, c'est d'aller dans une sorte de flux de pensée, de flux de conscience, mais aussi un flux poétique, tout simplement. Il y a souvent chez lui une image de la rivière. Ses collaborateurs parlent tous d'une rivière. Que ce soit des skis pour la photo, Alexandre Desplat, on avait parlé pour la musique, de ce rêve. Enfin, vous voyez, il y a cette idée d'un cheminement, et puis on va aller expérimenter à l'intérieur. Et le prochain film de Magali, Mathieu Castelli, c'était sur le tournage, il a expliqué, je ne comprenais pas ce qui se passait, ça filmait tout le temps. Donc voilà, mais c'est assez amusant du coup de se rendre compte qu'il utilise l'acteur comme un élément, et puis il va aller chercher là-dedans quelque chose de plus philosophique, plus poétique. Mais c'est vrai, ce que tu dis sur. C'est un homme d'image, mais pas que, parce que la musique, le son est hyper important. Même dans ces BO, la nature reprend le dessus, dans la ligne rouge aussi, dans la BO et le CD du Nouveau Monde. Quand on parle du Nouveau Monde de James Horner, il a vraiment intégré des bouts d'oiseaux, des bouts de forêt, de manière très, très concrète dans la musique. C'est vrai que son rapport à la nature est extrêmement important. Pour les Nations du ciel, il s'est fondé sur ses souvenirs adolescents quand il a travaillé dans les champs, ce qui donne ce rapport un peu ambivalent qui est à la fois idéalisé. On sent qu'il a aimé ce travail-là et il y a une sorte de douceur là-dedans. Mais il n'oublie pas comme une certaine violence sociale, donc il la montre avec le contre-maître, il le montre avec les tensions qui se passent. Dès le générique aussi, avec ces photos, il plante le décor, et puis cet ouvrier qui travaille dans une usine sidérurgique, au départ. Oui, il a fait Terence Malick lui-même, les photos qu'on voit au début, ce sont des inconnus. Donc à part la photo à la fin de l'événement, ce sont des photos inconnues qui fait le lien, qui font les liens pour rentrer exactement dans la narration. Et puis c'est aussi une référence plus explicite avec des clés qui sont ici sur les images comme ça. C'est une référence directe. C'est vrai que rétrospectivement, quand on découvre le film, les 4 comédiens principaux sont presque des débutants. Enfin, Linda Mance, vraiment, qui joue la jeune fille, qui est baptisée Linda. Sam Shepard, lui, son rôle, c'est The Farmer, le fermier. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas encore beaucoup de reconnaissance et de connaissance. Richard Gere va exploser peu de temps après. C'est vrai que les deux messieurs vont devenir des icônes du cinéma américain, sauf qu'en effet, Sam Shepard est déjà un homme reconnu de théâtre qui a sa tombe, qui écrit ses pièces, qui écrit des romans, etc. Ils vont tous exploser. Enfin, pour beaucoup de gens, il y a un avant et un après Poisson du ciel, même pour Morricone, parce que ça va être sa première nomination aux Oscars. C'est vrai que la dernière fois, on nous présentait L'Exorciste. C'est un film c'est dans les mêmes années qu'il fait ces films-là, enfin qu'il écrit ces films Morricone, et qu'il commence à vraiment travailler pour l'Amérique, même s'il y a toujours eu ce côté western avec Léon. On est dans des productions typiquement européennes, et c'est vrai que Morricone a eu plusieurs vagues ou carrières, ou étapes dans sa vie.
Et Les Moissons du ciel, Cannes, L'Exorciste, Orca, qu'on a présenté aussi ici, qui étaient déjà des productions qui quittaient un peu l'Europe pour aller vers l'Amérique. Oui, alors par contre, tu as toujours travaillé droit, c'est-à-dire que tout ce travail-là, il est enregistré à Rome, c'est jamais établi. Exactement. C'est Malik qui nous voit. Dans les très rares photos qui existent de Malik, c'est pareil, il n'y a pas de photo de Malik, sinon c'est très rigolo. Il existe une photo là, qui est sortie il y a peut-être un an de Malik et Monaco qui joue aux échecs. Ah oui, j'ai aperçu voilà, ça. quand on est un peu fan de Malik, tous ces éléments, on les prend parce que c'est pas du tout. Il n'y a pas de compte Instagram, clairement. Vraiment, J'ai trouvé une belle photo sur une page Facebook qui s'appelle Behind the Paperboard, qui montre pas de photo de tournage, on voit Malik avec son équipe caméra. Il y a une très belle photo de Nestor Almendros, qui est le chef opérateur du film, avec aussi l'épouvantail, qu'on revoit plusieurs fois dans le film, avec qui on voit passer le temps et les saisons aussi. Oui, c'est encore une fois de la part un petit peu. Et dans la balade sauvage, il avait un minus plus gros, mais parce qu'il remplaçait M. Lebrun, un acteur qui avait planté le matin. Et c'était comment il s'appelle l'acteur de la balade sauvage, qui lui a dit le jour où il ne voulait absolument pas. Voilà. Donc voilà, à cette époque-là, on a encore des éléments, des interviews, des images, mais par contre, après, compliqué. Après, on l'aperçoit, pour les projections canoises, il surgit, il va, il sort. Ouais, juste sur le dernier. Juste sur le dernier, je suis caché, il était là, même pour la Palme d'Or, il était à Cannes, il était caché, il ne peut pas me récupérer la Palme d'Or. Voilà, c'est un vrai timide, hein, c'est pas. Je sais qu'il y a parfois eu des gens qui disaient que c'était une posture pour son un peu mythique, en Afrique, qui ne tout pas du tout. C'est une vraie timidité. Il y a une image assez connue de Mali qui sort d'un restaurant avec Benicio del Toro à l'époque où il travaillait sur un projet de film sur le Chili, qui est finalement sur le réel. Et du coup, on voit un fan qui peut filmer Benicio del Toro, génial. On voit Mali qui se cache derrière comme ça, surtout, je ne l'ai pas vu. Le fan ne sait absolument pas qui il est, mais c'est une vraie timidité. Il n'est pas du tout à l'aise, alors que voilà, Benicio del Toro, le acteur. Ces films parlent de... Oui, c'est un peu son idée. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions, des choses à me dire. Ah, ouais, pardon. C'est nous qui avons les micros, mais on peut parler sans aussi comme ça. Okay. Allez-y, allez-y. Le film me fait beaucoup penser aux voitures de Andrew Wayans. Exactement, oui. Christina Zouave notamment. Alors, répète peut-être. Donc, le film fait beaucoup penser à des peintures d'Andrew Wayans, qui est effectivement un peintre luministe américain, et effectivement, il y a notamment une peinture sur Christina Zouave, qui est quasiment reprise d'un moment dans le film avec un des personnages dans les champs. Et puis on pense évidemment à Edward Hopper de manière beaucoup plus explicite, puisque la maison qu'on voit a été reconstruite par Jack Fist et est quasiment une reproduction fidèle de House of the Railroad, qui est une peinture extrêmement connue, qu'on peut trouver facilement. Il y a un plan très précis, hein. C'est la première fois où Richard Gere s'approche de la maison. On est un peu en contrebas de la maison, et c'est vraiment l'image de House of the Railroad d'Edward Hopper. Il est très inspiré par beaucoup de peintres maliques, beaucoup de luminisme, même dans ces plans de nature qu'on voit à la France du film, dans les champs, je pense beaucoup au Nouveau Monde notamment, et un peu dans la ligne rouge. Il y a vraiment tout un travail pictural qui est fait, et moi je pense qu'ils sont très importants pour nous, beaucoup de peintres, effectivement, fin des 19e, début du 20e siècle, américains, mais aussi européens, et Wayans en fait partie de manière très explicite. C'est marrant, en revoyant le film, parce que en ce moment, j'ai beaucoup travaillé sur Michael Cimino, et aussi pas de raison, mais enfin, ça renvoie vraiment à. C'est un entre-deux entre Voyage pour l'enfer, La Porte du Paradis, et puis surtout toute la façon dont la communauté est réalisée entre les deux. Mais c'est vrai que le plan s'ouvre sur cette fonte à la sidérurgie, la nature, la communauté, reconstituer quelque chose d'idéal. Et ça, c'est vrai que c'est une thématique, je ne sais pas à quel point ils avaient pu se croiser, voir les films l'un de l'autre. Il est de la même génération que nous, c'est à l'école, mais alors je ne sais pas du tout si se connaissaient avec Chino. Ils sont à part, comme tu disais tout à l'heure, ils émergent avec ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, ils ne sont pas du tout directement dans cette mouvance de mise en scène. Ils sont un peu. Ouais, j'ai appris qu'il était assez ami avec Herzog, parce que vous ne m'étonnez pas non plus. Ils s'entendent très bien, apparemment.
Mais Chimino, effectivement, on y pense, et même dans le rapport à l'image, dans ce que j'appelle la passion de la sidération. C'est-à-dire qu'on a affaire à des cinéastes qui veulent tourner de la vue, tout simplement. Et une vraie réflexion derrière de pourquoi je suis un volcan, pourquoi ces plans-là. Dans ce film-là, c'est connu, il est tourné au coucher du soleil, ce qu'on appelle l'heure bleue. C'était très compliqué pour la Lande, parce qu'on a tous commencé à faire de la vue, il y avait des grosses lunettes, et travailler avec des photogrammes comme ça, c'était assez compliqué pour lui. Mais en même temps, il disait qu'il était ravi de travailler sur un film où ils avaient un laps de temps de 20-30 minutes par jour pour filmer les plans dehors, sachant qu'en plus, il y avait tout en lumière naturelle. Au pied, il y a juste des réflecteurs, vous voyez, blanc, il n'y a jamais de lumière additionnelle. Et c'est accentué dans ce film par le fait qu'il se passerait en 1916, et qu'à l'époque, l'électricité est rare, qu'il y a peu de lumière, et donc s'il fait noir, il fait noir. C'est d'autant plus dur qu'en plus, il ne faut pas sous-exposer les images. Il y a très peu d'images sous-exposées, il y a un vrai travail, et il a fallu attendre. Dans Nuit cachée, j'ai pris les dépenses sous-exposées, c'était la première fois pour moi que volontairement j'avais des dépenses sous-exposées. Mais là, en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en pellicule. Et moi, il y a un plan que je trouve magnifique aussi, qui de tout dire, qui raconte sur le dispositif, sur le travail du chef opérateur, c'est quand il y a le train du président américain qui traverse, et on est en pleine nuit, et le wagon traverse, et certains sont éclairés, enfin, c'est somptueux. Mais c'est vrai que quand on pense à ce que c'est que faire un film, c'est la somme de plein de plans magnifiques et qui prennent sens avec plein de choses en effet qui sont à la fois aussi une petite touche musicale qui viennent. Alors c'est vrai qu'il y a la musique, il y a deux trois thèmes de Morricone qui reviennent, l'aquarium de 1500 qui revient à 3 moments très précis aussi dans le film. Alors c'est marrant, ça c'est pareil. Je ne sais pas si tu as des connaissances là-dessus. Pourquoi d'un seul coup ces moments très précis sur le moment lui-même, pas forcément sur le contraste qu'il crée, c'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est que, par exemple, la musique qui apparaît au moment où le wagon du président passe, c'est intéressant, parce que c'est un des rares moments où il va contextualiser historiquement le film. On est en 1916, on est juste avant la Première Guerre mondiale pour les Américains, en tout cas, on le voit à la fin, les soldats qui partent. Et donc, il utilise un moment, on va dire, ancré au réel, daté, et à ce moment-là, il utilise une musique de conte avec tout ce que ça pervers et de double sens de la musique de conte, enfin pas de pervers, mais en tout cas d'ambivalent, c'est le mot que je cherchais. Et donc, il va utiliser à ce moment-là, pareil au début, il va nous plonger, pour les début, il nous plonge dans quelque chose d'un peu idéalisé, d'un peu conte, et tout de suite, il nous met dans un univers avec des machines, avec quelque chose qui garde le contraste, il va travailler sur le contraste, et même la musique de Morricone, je le trouve beaucoup traversée par ce contraste-là. Alors je ne sais pas si ça s'est fait d'abord les images et Morricone qui a travaillé le contraste, ou si, et je pense que la deuxième solution, Malick récupère la compo de Morricone et a monté dessus, ça serait toujours un rapport avec ce qu'il fait, et voilà, donc il y a toute cette idée de contraste et d'ambivalence, puisqu'on est vraiment sur un film de paradis perdu, on le voit, et que même quand on est dans le paradis, on voit bien qu'il y a le mensonge qui s'initié au milieu et qui va permettre tout ça. Et contrairement à la vie où c'est la femme qui propose l'alcool, et donc, comme acteur, ici c'est l'homme qui propose le mensonge, la perversion, les assume. Donc voilà, même quand on est dans un monde un peu idéal ou idéalisé, il y a, vous voyez, ce petit parfum, on sait que ça va pas passer. Et puis l'histoire est censée se passer au Texas, mais il peut tourner dans une région du Canada. Exactement, la maison est entièrement construite, elle n'existe pas, même si en effet c'est quasiment l'identique de la maison du tableau d'Hopper. Très important le travail chez Malick de Jack Fisk, donc le directeur artistique, qui est aussi le directeur artistique de Lynch, d'ailleurs, on y revient, qui a été vraiment son compagnon de route depuis le premier film jusqu'à son tout son. C'est d'ailleurs le mari aussi, c'est celle qui rencontre la sauvage. Bon, ils sont brouillés depuis, mais en fait, Terrence Malick est brouillé avec Jack Fisk, le chef opérateur, juste à son tout son. Et la directrice de casting, Jacqueline, son nom de famille m'échappe, pardon, je parle Jacqueline West, exactement. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés tous travailler sur des variantes de scénario qui reprend complètement la grammaire malickienne pour en faire autre chose. Je ne savais pas que c'était déclencheur, je savais qu'ils avaient collaboré tous, qu'il y avait ce point commun, parce que Thomas Anderson aussi pour Jack Fisk, le chef décorateur. Et c'est vrai que. Il semblerait, ce que j'ai compris, c'est que il y a des langage, mais à la limite, je n'aurais pas trop aimé qu'on reprenne sa grammaire pour en faire complètement autre chose, et à mon avis, en plus, il y a une film. C'est normal.
Non, mais c'est vrai que, enfin moi ça me touche beaucoup, j'aime beaucoup les décors de ce film-là, et que Jack Fisk, autant Mali, il m'a imposé son style. Jack Fisk, c'est pareil, moi c'est un nom que j'ai en tête, mais que je redécouvre, parce que comme beaucoup de gens, le nom de Malik apparaît dans ma vie de cinéphile avec La Ligne Rouge, quand il sort, et qu'ensuite, il a fait un peu plus de films que d'habitude. Mais oui, Jack Fisk, il accompagne... c'est un ami d'enfance de David Lynch, en fait. Il participe à Eraserhead parce que c'est un projet aussi d'études et au long cours que Lynch tourne. Et il apparaît même dans Eraserhead, parce qu'il y a plein de personnages dans Eraserhead. Et il y a un personnage qui actionne une machine qui est l'homme de la planète. Et c'est Jack Fisk qui joue dedans. Ça fait un 6 passé à l'époque, enfin, tous les pays financent un petit peu Eraserhead. Et puis ils vont se retrouver beaucoup plus tard pour. Enfin, Jack Fisk va être le chef décorateur, le directeur artistique sur le Long Drive et sur une histoire vraie. Non, pas Lost Highway, une histoire vraie. Moi je suis Lynch. Et c'est vrai que quand on voit un film aussi comme There Will Be Blood, qui participe visuellement, il y a un peu la même approche d'ailleurs de côté vraiment sur les décors entre la nature, presque un décor unique, le puits de pétrole d'un seul coup aussi qui prend toute la place du drame et de l'histoire. Et là, c'est vrai que ce film, sans cette maison, ça donne toute la géographie du lieu, parce que c'est vrai qu'on est à 360 degrés où d'un seul coup il n'y a que de la nature, quelques petites touches, des maisons, un portique, la voie ferrée. Et puis on devine du coup toute l'économie de tournage du film, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient en légère. Alors c'est pas encore complètement en place, ça va vraiment se mettre en place avec les rouges, mais il va faire un Grèce, donc une gamme pour avoir des plans un peu plus mouvants. Il y a encore beaucoup sur les plans fixes à ce moment-là, ce qui va perdre de plus en plus, parce qu'à partir du moment où les skis en il n'y a plus de pied, il n'y a plus de caméra, il n'y a que la caméra qui est juste des gammes. Mais voilà, il y a vraiment cette idée d'un tournage pas trop lourd pour pouvoir suivre les acteurs, suivre la nature, suivre les animaux. C'est exactement son métier, suivre les animaux. Il a un rapport à la nature où il fait intervenir le moins possible les animaux avec les humains. Parfois ils sont dans le même champ, dans le même plan, pardon, mais il les isole beaucoup. Ils ont leur propre vie, ils ont une sorte d'indifférence à l'existence humaine qui est complètement d'ailleurs darwiniste philosophiquement, il est complètement comme ça. Donc oui, il y a aussi cette. Jack Fisk entre dans cette logique de tournage et de travail, en fait, de recherche permanente qui va à 360 degrés, même mentalement. Qui va nourrir tout le film. Personne n'a rien à... Ah, quand même. Moi, c'est pour rebondir sur la grammaire cinématographique, du coup, et ce que je voulais dire sur la caméra plus flottante. Moi, il y a beaucoup de plans dans le film qui m'ont fait penser à... Tu peux m'approcher maintenant, il faut se donner des micros. Il y a beaucoup de plans du film là qui m'ont fait penser à d'autres à La Merveille ou de Song to Song, et notamment tous ceux où ils sont dans la rivière, tous les deux, ils chargeaient les brocadames, tous ils marchent, la caméra vole autour d'eux un petit peu. Et je trouve que c'est très marrant de voir que 30 ans avant déjà, il y a cette espèce de sens de la caméra qui est très romantique en même temps avec le jeu sur la nature qui vient les entourer et qui. Enfin, il y a vraiment cette recontextualisation de eux dans un espace très, très libre, très, très beau en fait. Alors qu'il symbolise un petit peu le péché au final, enfin, ce qui va corrompre aussi cette harmonie. Et il y a déjà, je trouve, là, ce rapport très religieux qui va toujours irriguer ensuite le reste. Oui, c'est effectivement la scène la plus. qui anticipe le mieux ce que va devenir la semaine manique, effectivement, 30 ans plus tard, 30 ans plus tard. C'est-à-dire une caméra beaucoup plus flottante, effectivement, qui suit les personnages qui vont travailler dans la profondeur de champ, voilà, où on va les suivre, on les reprend, pas forcément sur un cut qui est raccord, mais c'est pas grave parce qu'on va suivre une sorte de flux, une sorte de conscience, une sorte d'approche aussi esthétique, et il va le pousser à l'extrême. Lubeski expliquait à partir du Nouveau Monde qu'il y a vraiment des règles sur le tournage où on ne s'expose pas, on est toujours en caméra dans ces week-ends, donc effectivement, sa grammaire se précise, devient vraiment la sienne au sens où personne d'autre ne le fait. On va se quitter, juste redire des petits mots sur les actualités d'ici d'ailleurs, et sur la minutes de Batman. Je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, si vous voulez revoir ou voir Le Grand Silence, il sera au Max Thunder dans 2 semaines. Nous, dans 2 semaines, on se retrouvera pour le film de Sans Carillon en FSE s'il te plaît.
Alexandre, une petite dernière collaboration tout seul, parce qu'il y a aussi des exemplaires qui sont signés de collectifs. Toi, le dernier que tu as écrit tout seul, c'est celui-là sur Lily, c'est ça? Sur Lily, et puis moi j'ai écrit aussi sur Mad Max. Sur Mad Max, c'est quoi le prochain actif, tu sais? Il y a celui sur le cinéma contemporain chinois, et après on a des grands Là, il y a un ou deux, donc, enfin, non pas un, il y a 5-6 exemplaires des thématiques différentes, Doré, Mad Max, Doré, je crois, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Et juste aussi, alors, je voulais vous dire, si vous voulez reprendre un petit shoot de Terrence Malick en attendant, j'ai un ami distributeur qui s'appelle ED Distribution, qui sort un film d'un collaborateur de Malick, qui est un de ses monteurs, qui est H.G. Edwards, et c'est un film qui s'appelle Sous les ailes des anges, et très beau, très contemplatif dans la et dans cette grammaire de Terrence Malick de s'attacher à des destins, des personnages au sein de leur vie, de ce qu'ils vont en faire et de la nature. Alors là, c'est pas l'allemand pacifiste, je ne sais pas comment dire, une vie cachée, c'est le jeune Abraham Lincoln et son destin, comment il va devenir le personnage qu'il est. Et c'est un très beau film en noir et blanc qui va sortir mi-avril, je crois, qui est vraiment une curiosité, donc Sous les ailes des anges. Et pour ceux qui voudraient retrouver Linda Vance, qui est époustouflante dans le film, qui a une carrière éclair, comme Brooke Adams, c'est vrai qu'elle n'a pas fait beaucoup de films, Brooke Adams, donc, qui fait l'autre jeune femme dans Les Moissons du Ciel, il y a quelques mois était sorti Out of the Blue, le film de Denis Sauber avec Linda Vance, où là, d'un seul coup, elle porte tout le film. Là, j'ai donc Potemkin qui a fait un DVD Blu-ray, des 5 exemplaires en vente à un prix défiant toute concurrence, si vous voulez vous jeter dessus. Et quoi d'autre écoutez, on se retrouve dans 2 semaines, j'espère, pour discuter avec Christian Perriot et de sa collaboration avec Moëcon. Encore merci à tous. Merci à vous. Merci Alexandre aussi.